Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait du premier soir des Entretiens sur la pluralité des mondes, publié par Fontenelle en 1686. Il s'agit du premier chapitre, après le prologue, dans lequel le philosophe va enseigner à la marquise les rudiments du système héliocentrique. Pour ce faire, il va entre autres utiliser l'analogie du bateau, que l'on retrouvera dans ce texte-ci, mais cet enseignement ne se produira qu'à la demande de la marquise, le philosophe essayant plutôt au début du texte de la séduire plutôt que de lui enseigner les rudiments d'astronomie. Je passe ainsi à la lecture du texte. Si la Terre ne changeait point de place sur le cercle où elle est, je verrais toujours le Soleil répondre aux mêmes étoiles fixes. Mais dès que la Terre change de place, il faut que je le voie répondre à d'autres étoiles. C'est là le rivage qui change tous les jours, et comme la Terre fait son cercle en un an autour du Soleil, je vois le Soleil en l'espace d'une année répondre successivement à diverses étoiles qui composent un cercle. On le voit, il s'agit ici de la fin de l'exposé sur l'héliocentrisme. Cependant, cette récurrence du Soleil dans son discours n'est pas sans rappeler la première thématique abordée dans le chapitre, à savoir l'opposition du Soleil et de la Lune, auxquelles seraient rattachées les beautés blondes et les beautés brunes. La marquise étant elle-même blonde, le Soleil pourrait être une image de celle-ci, autour de laquelle tournerait non pas la Terre, mais le philosophe. De quoi la science devient-elle alors le prétexte ? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en 3 parties. Une première de la ligne 1 à 8 dans laquelle nous aurons l'exposé concernant l'héliocentrisme, puis de la ligne 8 à 15, une partie dans laquelle nous aurons la réponse de la marquise au sous-entendu du philosophe, et enfin le refus final et explicite de la galanterie de la ligne 16 à 19. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur un système hypothétique, si plus conditionnel. Il s'agit ici d'une preuve par l'absurde, dans lequel le philosophe va exposer une prémisse fausse de manière à montrer la limite de cette prémisse. En l'occurrence, dans ce système hypothétique, il commence tout d'abord par envisager le point de vue géocentrique. La Terre ne change pas de place. Simplement, ce système géocentrique est immédiatement placé en position de faiblesse par la mise en place d'une contradiction. La Terre ne change point de place sur le cercle où elle est. Ici se révèle une contradiction interne, puisque si elle est immobile, elle ne peut pas être sur un cercle. À travers cette contradiction interne, le philosophe sous-entend déjà que cette réponse est absurde et qu'il faudra prendre en compte dans la réponse vraie la notion de cercle sur laquelle changerait de place la Terre. À ce système hypothétique va se voir opposé par la conjonction à valeur adversative mais le système héliocentrique. La Terre change de place. Ce système, voyant alors le choix des temps changer, on passe de l'imparfait et du conditionnel au présent d'énonciation et au subjonctif présent. Il faut que je le voie, énonçant par le choix de la conjugaison la préférence pour le deuxième système. Par ailleurs, il est intéressant de voir le champ lexical astronomique, Terre, Soleil, étoile fixe, qui va constituer de fait, le Soleil étant une étoile, un chiasme. Nous avons Terre, ligne 1 et ligne 3, et Soleil et étoile, tous les deux, à la ligne 2. Ainsi, c'est bien le Soleil qui est au centre du système, aussi bien du système énonciatif que du système astronomique. Le philosophe énonce donc la fin de son analogie, c'est là le rivage qui change tous les jours, analogie qu'il avait mise en place un petit peu avant, entre la Terre et un navire qui circulerait dans l'univers. Cette analogie va se voir complétée par le système comparatif, comme la Terre fait son cercle, et cette fois-ci le passage du présent d'énonciation à un présent de vérité générale, confirmé aux lignes 4, fait, et 5, je vois. À nouveau, on peut remarquer un système de chiasme. Nous avons fait son cercle en un an autour du Soleil, puis le Soleil en l'espace d'une année qui compose un cercle. Ce système de chiasme maintient toujours le Soleil au centre de la rhétorique, tout en étant manifesté syntaxiquement par l'ordre en un an autour et en l'espace d'une année. Cette analogie va se voir alors filer ou mettre en abîme. Ce Soleil qui est au centre du discours, c'est aussi la marquise elle-même, la Terre devenant alors le philosophe qui tourne autour d'elle.
La démarche de vulgarisation va se synthétiser dans la phrase « Ce cercle s'appelle le zodiaque », mettant en scène justement la simplification du système par l'idée de cercle et non pas d'ellipse, et le recours à un terme d'astrologie et non pas d'astronomie, l'astrologie étant sans doute plus proche de ce que connaît la marquise. Le philosophe termine sur une question, voulez-vous que je fasse ici une figure sur le sable, mettant en scène l'interaction pédagogique entre un professeur et son élève, professeur qui essayerait de matérialiser la réflexion, la sortir de la pensée, la rendre concrète. Le choix de faire cette figure sur le sable pourrait l'assimiler par ailleurs au Christ, qui écrit aussi sur le sable, rapprochant ainsi cette analogie d'une parabole quasi biblique. Cette parabole fonctionne ainsi comme un système ironique à l'égard des potentiels religieux qui liraient son texte. Je passe ainsi à ma deuxième partie qui s'ouvre sur un nom ferme et définitif de la marquise, nom qui va être confirmé par tout un tas de négations syntaxiques. Je ne veux pas, n'ai-je pas ouï dire, il ne m'appartient point, il ne faut pas qu'on voie. Toutes ces négations vont ainsi constituer la marquise dans une certaine forme de refus, non pas face au discours du philosophe, mais bien à sa proposition de faire des figures sur le sable. Clairement, elle n'a pas besoin qu'on lui fasse un dessin, ce qui montre bien sa maîtrise des sous-entendus galants. La cause en est donnée immédiatement, cela donnerait à mon parc un air savant que je ne veux pas qu'il ait, articulant ainsi une opposition classique entre l'être et le paraître. S'il faut être savant, il ne faut pas avoir l'air savant, en particulier lorsque l'on est une femme, a fortiori une marquise. Il s'agit donc ici de bien mettre en avant la maîtrise qu'elle a des sous-entendus et de la lecture qu'elle peut avoir des apparences, cette maîtrise des sous-entendus explicitant qu'elle a bel et bien compris la mise en abîme de l'analogie du philosophe. Elle sait parfaitement qu'il est en train d'essayer de la séduire par le biais de son discours sur l'attraction du soleil. L'anecdote qu'elle va donner, présentée elle aussi sous forme négative, n'ai-je pas ouï dire que, met en scène un philosophe qui va ainsi pouvoir s'identifier au philosophe avec lequel elle parle. Cette identification est permise aussi par la métaphore filée de la terre bateau, du rivage qui change tous les jours et du naufrage qu'elle évoque. Il s'agit ici d'une intrication très forte de tous les systèmes analogiques, mettant en scène sa maîtrise des sous-entendus présents dans le langage. Le philosophe ici se constitue comme un personnage capable d'interpréter les figures, mais cette interprétation n'est pas forcément corrélée à une vérité. En effet, des lignes et des cercles peuvent tout à fait avoir une origine naturelle et ne pas être spécifiquement ces pas d'homme dont elle cite le philosophe. Il s'agit ainsi bien de mettre en scène la disjonction entre ce qui est vu et ce qui est interprété. Cette disjonction valant à la fois dans la science, le bon sens n'est pas l'analyse scientifique, mais étant aussi valable dans la séduction. La galanterie n'est pas l'amour. Ce parallèle va se voir confirmé par les différents parallélismes de construction, la répétition du mot « pas » entre la ligne 13 et la ligne 14, ou l'expression « il ne faut pas qu'on en voie ici » qui reprend l'expression « il faut que je le voie » dite par le philosophe à la ligne 3. Ici, à travers cette reprise négative, c'est bien à la négation des sous-entendus qu'elle se livre. Elle maîtrise totalement les sous-entendus produits par le philosophe et elle les refuse. Je passe ainsi à ma troisième partie. Le philosophe maîtrise certainement bien la science astronomique, mais maîtrise beaucoup moins les sous-entendus, puisque lui-même doit expliciter ce qu'il voulait dire, sans comprendre qu'il avait été parfaitement entendu. Il oppose ainsi la figure qu'il proposait à la ligne 8 aux chiffres ou au nom gravé sur l'écorce des arbres, le parallèle entre les deux permettant d'établir, là encore, un parallèle entre lui-même et ces fameux amants dont il parle. La notion d'adorateur peut, là encore, être reprise de manière ironique, puisque l'adoration est un sentiment traditionnellement réservé à la divinité. Il s'agit ici de remobiliser un lexique topique de l'amour, tout en s'inscrivant dans une tradition de libre pensée. Les chiffres étant précisément ce qu'il s'agira de déchiffrer, ce que faisait de manière abusive le philosophe dans l'anecdote de la marquise. La dernière phrase est prononcée par la marquise et constitue un refus définitif, laissons-la, qui elle aussi
va jouer sur la connotation ironique du terme adorateur, répété, avec la locution « je vous prie ». Il s'agit pour elle de parler du soleil et uniquement du soleil en mettant de côté tous les sous-entendus galants qu'il serait possible d'y donner. De quoi la science devient-elle le prétexte ? Nous avons vu que ce texte mettait en scène un glissement progressif de la vulgarisation scientifique à la conversation galante de la part du philosophe, ce glissement étant conforme au contexte énonciatif général des entretiens tel qu'il est présenté dès ce premier soir. Cependant, ce texte se voit complexifié par un double sens constant. Il s'agit certes de l'exposé de l'héliocentrisme, la Terre tourne autour du Soleil, mais à travers notamment les systèmes de chiasme, on voit bien qu'il s'agit pour le philosophe d'un prétexte galant. C'est effectivement le philosophe qui tourne autour de la marquise qu'il cherche à séduire. Ce double sens constant est parfaitement compris par la marquise, qui est elle-même tout à fait au fait des codes galants et de son rôle social. Si elle veut s'instruire, elle ne doit pas paraître instruite pour autant. Ce n'est donc pas l'instruction qu'elle refuse, mais l'apparence d'instruction. Ainsi, ce texte brode sur l'opposition classique de l'être et du paraître pour mettre en abîme l'opposition de l'observation de bon sens et la réflexion menant à la vérité scientifique, tout en critiquant habilement le système hypocrite de la société du XVIIe, qu'il soit celui de la galanterie ou celui du rapport à la religion. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de transposer l'interrogative ligne 7-8 en une interrogation indirecte. Cette interrogation est en effet au discours direct, comme on le voit grâce au point d'interrogation final ainsi qu'à l'interversion sujet-verbe, voulez-vous. Cette interrogation étant comprise par ailleurs dans une prise de parole au discours direct du personnage du philosophe. Pour passer cette interrogation directe à l'indirect, il faut tout d'abord rétablir un cadre de narration indiquant le personnage qui parle et le personnage à qui il parle. Ici, nous pourrons donner « le philosophe demanda à la marquise ». Ensuite, il s'agit de transformer cette interrogation directe en une proposition subordonnée conjonctive complétive qui aura la fonction de complément d'objet direct du verbe introducteur de discours, à savoir demander. La conjonction de subordination sera dans ce cas-ci la conjonction si, et il faudra transformer les pronoms de deuxième personne et de première personne en pronoms de troisième personne, exclusivement. Par ailleurs, le déictique, ici, devra être modifié, celui-ci pouvant indifféremment définir un lieu ou un temps. Nous aurons donc « Le philosophe demanda à la marquise si elle voulait qu'il fasse une figure sur le sable à l'endroit où ils étaient, ou bien à ce moment de l'exposé ». Le dernier changement étant donc la suppression du point d'interrogation, de manière à transformer cette phrase interrogative en une phrase déclarative, dont le type de phrase est soutenu par le verbe introducteur de discours « demander ».